2001, on le sait, c'est l'année de la biodiversité. Et 2010, oui. 2001, c'est l'Odyssée de l'espace. C'était il y a 9 ans. C'est ça. Protéger la planète, c'est aussi protéger les plantes. Et sur Terre, on a un réservoir incroyable de plantes médicinales, comme vous nous le rappelez dans votre livre, Jean-Marie Pelt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes botaniste et vous venez d'écrire Les dons précieux de la nature. Ça vient de paraître chez Fayard. Alors c'est vrai que depuis ses origines, l'homme ne se soigne essentiellement que grâce aux plantes. Et qu'est-ce qui a changé à l'arrivée de la chimie au 19e dans l'utilisation en fait de la plante en pharmacie? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est-à-dire qu'à partir de là, on a commencé à regarder ce qu'il y avait dans la plante, c'est-à-dire sa composition chimique, et on a extrait les substances actives. Puis on les a utilisées séparément sans utiliser la plante, qu'on utilisait en extrait avant. Puis on les a copiées par synthèse. Puis on a fait des médicaments de synthèse sans avoir aucun lien avec les plantes. Et maintenant, nous sommes dans une période où ces médicaments de synthèse sont moins nombreux. Ouais, justement, pourquoi? Parce qu'on est passé effectivement, le faire de la synthèse, ça veut dire qu'on arrive à refabriquer la même molécule, mais sans passer, comme vous le disiez, par les plantes. Aujourd'hui, on a l'impression de revenir. C'est quoi? C'est le tout écologie qui fait qu'on revient à ces plantes? Non, ce qui fait qu'on revient vers les plantes, c'est parce que la synthèse a un petit peu épuisé le filon, si vous voulez. On a testé tellement de molécules, des centaines de milliers de molécules, et on ne trouve plus beaucoup de molécules très actives pour le moment. Alors on a un chiffre qui est saisissant. Pour une molécule active vendue en pharmacie, il faut en tester 20 000 pendant 10 ans pour 1 milliard de dollars. C'est des chiffres faramineux. Et on en produit actuellement moins qu'il y a 20 ans, par exemple, nettement moins. Donc on recherche d'autres pistes et on revient vers les plantes. On n'a jamais abandonné les plantes, mais actuellement, il y a à travers le monde beaucoup de chercheurs de plantes, comme je l'étais moi-même, d'ailleurs je le raconte dans mon bouquin. Il y a beaucoup de chercheurs de plantes qui vont dans des ethnies diverses, trouver des secrets chez les guérisseurs et ramènent ces plantes dans les laboratoires. Et le laboratoire ne peut les utiliser qu'à condition qu'il renvoie ensuite des royalties à ces ethnies premières. Donc c'est un peu problématique pour un grand laboratoire parce qu'il n'a pas forcément envie de le faire. Oui, est-ce que ça se fait vraiment? Ben, ça se fait un peu, ça se met en place timidement, certains le font. Je suspecte d'autres de ne pas le faire, mais c'est logique. Je pense au Oudia, qui est une plante de Namibie, qui pourrait être un coupe-fin. Elle est testée comme coupe-fin, je dis au conditionnel, parce que les coupe-fins, Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé. Si ce médicament aboutit, l'ethnie San, qui est une ethnie locale au sud-ouest de l'Afrique, recevra des royalties, ainsi d'ailleurs que l'État namibien. Donc voilà comment ça se passe. Je pense à un médicament testé contre le sida aux îles Samoa. Celui-là, je crois, va aboutir. Il va donc entrer dans les thérapeutiques anti-sida. Homolanthus, c'est une euphorbiacée, c'est une plante très localisée. Et qui permet, d'après les tests qu'on a déjà faits, qui sont très avancés, d'éliminer les cellules où le virus est à l'état latent. Donc enlever les chances d'un rebondissement. Alors si ce médicament aboutit, ce qu'on saura dans, à mon avis, 2-3 ans, il y aura des royalties pour une ethnie des Samoa. Il aurait un intérêt dans quelle mesure pour lutter contre le sida? Il interviendra dans l'ensemble des thérapeutiques du sida, généralement en sympathie avec d'autres médicaments. Mais comment on fait, pardon, mais comment on fait pour se dire, en allant voir une ethnie dans les Samoa, qu'il y a peut-être une plante qui, pour eux, ne sert sûrement pas à traiter le sida, qui pourrait avoir des effets pour éliminer des cellules infectées par un virus? Eh bien parce que on va à la rencontre des médecins traditionnels, qu'on appelle les tradipraticiens. C'est ça l'ethnopharmacologie dont vous parlez? C'est l'ethnopharmacologie, c'est ce que nous faisons à Metz. Et on reçoit d'eux des informations. Ensuite, on vérifie leurs informations. Il faut décoder le langage, c'est assez compliqué, il y a la barrière des langues, c'est très compliqué. Et quand on décode l'information, on passe ensuite au test que nous avons fait, nous, en laboratoire, sur 20 espèces de plantes que nous avions sélectionnées dans les informations que nous avons reçues de tradipraticiens dans le monde entier. On les a testés sur des animaux de laboratoire, sur des tests pharmacologiques,
Et sur les 20, il y en a 15 qui correspondaient aux indications des tradipraticiens. Donc c'est quand même très impressionnant. C'est un résultat très impressionnant. Et ça a contribué, nos résultats, je dois dire, dans le monde pharmaceutique, ça s'est un peu commenté. Et on se dit que c'est en effet une piste tout à fait intéressante. Je pense à l'estragon, qui est en train d'être testé, déjà c'est très avancé, qui pourrait devenir un médicament du diabète de type 2, donc le diabète que l'on a lorsqu'on mange trop, qu'on fait pas d'exercice, voilà c'est ça. Voilà un médicament qui risque d'apparaître sur le marché dans 1 ou 2 ans. On n'est pas obligé d'aller au Samoa pour trouver ces plantes. Non, pas forcément, ça peut être aussi des plantes de chez nous, et évidemment. Alors, en France, vous présidez l'Institut européen d'écologie, où il est bien sûr évidemment beaucoup question de plantes. Est-ce que le but, c'est aussi de savoir comment on peut préserver ces plantes à l'avenir? Ben, c'est une de nos préoccupations. Nous sommes installés à Metz depuis 1971. Nous avons été des pionniers en matière d'écologie. Et nous sommes par exemple actuellement préoccupés par plusieurs plantes. L'arpagophytone, très utilisé dans les arthroses, les rhumatismes, etc., ne pousse lui aussi, ça tombe bien, en Namibie. On est passé à la culture. Nous avons aidé un laboratoire à passer de la récolte à la culture parce que les gîtes naturels commençaient à s'épuiser gravement. Ce qui risque de s'épuiser rapidement aussi, ce sont les plantes du Tibet, parce que les Chinois considèrent que des plantes qui poussent en altitude vont donner de la robustesse, parce qu'elles sont en effet résistantes aux conditions climatiques extrêmes, et certaines espèces, je pense à 3-4 espèces, sont, semble-t-il, très menacées aujourd'hui. Et il faut donc expliquer aux Chinois ce que mon ami Florentin essaie de faire, qu'il faut y aller doucement et probablement les cultiver aussi. Et les changements climatiques qui nous menacent beaucoup d'espèces ou pas? On ne peut pas le dire. Alors vous prenez n'importe quel journal, vous aurez des chiffres. Ces chiffres, ça, je t'avoue, je le demande. Ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. On n'en sait rien. Bon, ça contribuera à éroder encore plus la biodiversité qui déjà s'érode comme chacun sait. Alors c'est un livre aussi sur la biodiversité. Il y a les plantes médicinales, mais il y a aussi les poissons, il y a les abeilles, très préoccupants. On a tellement parlé de Copenhague qu'on a un peu oublié les autres thématiques de l'écologie. Et donc là, nous retrouvons une thématique centrale qui est la protection de la biodiversité. On connaît 1 800 000 espèces. Il y en a probablement 10 à 20 fois plus qu'on ne connaît pas encore. Mais ces espèces disparaissent de plus en plus rapidement, 50 à 100 fois ou même 1000 fois plus vite que si l'homme n'était pas là. Donc il faut faire très attention. Alors vous allez me demander, est-ce qu'il n'est pas trop tard? La réponse est non, il n'est pas trop tard. Il est tard, mais il n'est pas trop tard. Merci beaucoup. On apprend beaucoup dans ce livre, Jean-Marie Pelt, Les dons précieux de la nature. Ça vient de paraître chez Fayard. Merci beaucoup.